その日、その巨人はいついかなる時代においても自由を求めて進み続けた。自由のために戦った。名は進撃の巨人。Les vrais fous sont ceux qui acceptent de vivre comme du bétail, restant fidèle à lui-même dans un monde en sans cesse progression. Et Eren Yeager, par sa volonté à aller toujours de l'avant, nous offre un magistral développement de protagoniste principal. Et le chasseur, mu par une quête de vengeance, va faire de l'attaque des titans l'œuvre la plus subversive du 21e siècle, avec un 130e chapitre offrant l'ultime plaisir coupable dans un registre épico-tragique, apportant enfin une rédemption plus que jouissive au diable en personne. En effet, il ne fallait pas tuer sa mère, car alors qu'au début, comme annoncé par Hannes, il était le faible et celui qui n'avait pas la force de se battre, aujourd'hui, il est le seul à la voir. Plus personne n'a le courage d'aller de l'avant, sauf lui. Ainsi, Eren Yeager a déjà gagné. Hajime Isayama nous offre l'ultime rappel de son histoire. Quand est-ce que cela a commencé? Une question apportant une magnifique mise en abîme de l'œuvre, tant la première réponse est réellement le commencement du manga il y a 10 ans sous cet arbre, et la deuxième, le commencement de l'histoire il y a 2000 ans avec les cochons. Mais alors quand est-ce que tout cela a-t-il réellement commencé? Un plaisir nostalgique d'avoir toutes les parts d'ombre de ces 40 derniers chapitres enfin éclairés, un véritable récit décousu jusqu'au bout qui s'emboîte enfin aujourd'hui. On peut alors ressentir, en plus de la fierté et de l'amélioration dans les dessins, la mélancolie et la volonté de l'auteur à boucler réellement son histoire. Ça fait vraiment bizarre, mais ça y est, Historia, plan d'Eren, Floch, Sig, Yelena, Ackerman, tout nous est dévoilé. Il s'agissait alors bien d'Eren au chapitre 108 allant prévenir Historia du plan du gouvernement et de Sig. Mais Eren, dans un parfait machiavélisme, aura traqué sa proie jusqu'au bout, ayant appris des meilleurs pour finalement manier aussi bien la plume que l'épée. Manipulant et mentant pour arriver à ses fins, son plan était parfait. Mentir à Yelena et Sig pour l'euthanasie et manipuler Floch qui dans un élan de témérité se voyait le nouveau Erwin Smith, offrant lui aussi son cœur à Eldia et menant par de grands discours les hommes à la guerre contre les titans. Il est donc bluffant de relire les 40 derniers chapitres et de constater que tout était parfaitement orchestré par l'auteur, où chaque silence ou réponse dans le dialogue des deux frères sur leur banc, jusqu'à la métaphore de la balle de baseball rattrapée ou non, indiquait les réelles intentions d'Eren, par un mangaka qui aura jusqu'au bout maîtrisé aussi bien le fond que la forme de son récit. Ainsi, tout le monde était du côté d'Eren sans savoir que lui n'était du côté de personne. Une détermination à toute épreuve, allant jusqu'à se couper une jambe et se crever un œil, rongé par la haine. Se souvenant des souvenirs du futur, il est incroyable de voir que via le chemin, il partage les souvenirs de Dina Fritz qu'il a déjà touché, observant alors Bertolt au chapitre 96 après avoir détruit le mur, et Falco au chapitre 90 au fort de Slava où lui-même était présent pour se couper la jambe dans une tranchée. Enfin, c'est dans une dernière ambiguïté que le cas Ackerman nous est raconté. Bien qu'il s'agirait réellement de sous-produits de la science titanesque et que l'éveil est une réalité poussant le sang Ackerman à protéger leur maître accompagné de migraines lorsque leur libre arbitre reprend le dessus, finalement, ces mêmes migraines seraient la métaphore du deuil et de la perte d'un être cher, alors que l'obligation de protéger quelqu'un dans ce monde cruel où il n'a pas sa place est tout simplement le sentiment le plus humain de tous, l'amour. Mikasa Ackerman n'est pas l'esclave d'un maître, non, elle est amoureuse d'un monstre. Ainsi, comme il a commencé, l'attaque des titans se termine sur un cauchemar, créant une nouvelle fois un parallèle avec le tout premier chapitre où l'horreur nous était présentée là aussi par un titan face à d'inoffensifs êtres humains. Et la leçon du mangaka d'éliminer tout aspect manichéen se poursuit avec exactement la même situation. Un titan abominable tuant tous les humains inoffensifs devant lui. Absolument rien n'a changé si ce n'est que le tour de maître est réussi et que cette fois-ci, nous ne sommes plus du côté de l'humain mais du
Titan. Un registre épico-tragique du dernier bastion de l'humanité se faisant annihiler en quelques secondes. En effet, le grand terrassement n'est pas puissant, il est inarrêtable. Plongeant sous l'eau pour détruire la flotte mondiale, l'auteur recrée ainsi le massacre de Lago, créant une triple lecture subversive. En effet, storyboardé par Isayama en personne, l'ending de la saison 3 de l'Attaque des Titans dépeint l'attaque de Lago par Eldia il y a des centaines d'années. Mar est ravagé et Eldia crée son empire planétaire. Cependant, au temps de l'anime, le visuel est superbement réalisé, laissant penser qu'il s'agit en réalité de l'apparition des titans venant ravager l'humanité, cette dernière alors obligée de fuir derrière un triple rempart. Or en réalité, c'était l'inverse. Eldia ravageant Mar avec ses titans qui à la fin s'exilent sur Paradis suite aux ordres du 145e roi succombant à la culpabilité d'un tel génocide. Le même roi qui força son peuple à devenir martyr pour le reste des temps, pour se repentir des horreurs dépeintes dans ce même ending. Mais la punition est trop longue, et une centaine d'années plus tard, le peuple se révolte sous le signe du chasseur. Le titan assaillant, s'opposant directement à la philosophie Fritz, décide de renverser le trône d'Eldia et reproduit alors des millénaires plus tard ce même générique de fin. Le cycle de la vengeance continue et pour mettre en exergue cette temporalité infinie, le mangaka réalise exactement le même panel qu'il avait lui-même storyboardé il y a des années. Eren réitérant le massacre et par la même occasion les erreurs du passé. Mais alors depuis quand tout cela a commencé? Sous cet arbre avec les cochons? Non, le chapitre se répond à lui-même et tout cela a commencé à la mort de Carla. C'est comme ça que l'histoire commence et pas autrement. Il ne fallait pas toucher à la mère d'Ereniger car depuis ce jour, il n'a pas cessé d'aller de l'avant. C'est avec la fin à l'horizon que l'on constate à quel point il s'agit d'une histoire bien ficelée en revoyant Hannes porter Eren et Mikasa au chapitre 1 sorti en 2009. Le récit ne cherche pas à se prolonger inutilement et se dirige vers sa fin logique sans force. C'est une pure merveille de storytelling. Comme le mangaka le disait lui-même, il tire son histoire d'un moment de veille avant de s'endormir. Peut-être alors que tout cela n'est qu'un cauchemar d'Isayama, expliquant pourquoi le premier chapitre s'ouvre sur son protagoniste principal immergeant d'un rêve, la bouche encore baveuse. Quand le monde est en proie à la destruction et qu'une forme d'horreur laisse place à une autre, encore plus terrifiante, ces pauvres âmes doivent se sentir en plein cauchemar. Le registre horrifique de l'attaque des titans n'a jamais été aussi bien étalé que sur ces 40 pages, et la justesse plastique laisse à penser que ce cauchemar, Isayama l'a fait. La pente permettant aux soldats de contempler l'horreur comme un paysage, les doigts pointés vers la catastrophe, les plans serrés et l'incapacité d'agir. Dans quelques secondes, juste avant de se faire attraper, ces soldats devraient se réveiller. Ce cauchemar est si juste que son mangaka n'a pu que le rêver et ressentir toute la chance de s'en extirper, le temps d'une nuit d'angoisse. Vous aussi, vous le connaissez ce sentiment, se réveiller avec le cœur qui bat, le front transpirant et la respiration coupée. Ces géants sans peau fonçant sur votre ville et à leur tête une marionnette gigantesque terrifiante, une tête sur un tas d'os auquel s'ajoutent des titans de 60 mètres capables de faire la plonge sans aucun problème. Toute l'iconographie de la terreur est présente, mais Isayama n'accordera pas à ses personnages la chance de se réveiller. C'est là toute la force de Shingeki no Kyojin, offrir la justesse de l'horreur onirique sans ce qui va normalement de pair avec elle, le réveil. Alors, annonçant qu'il pourra, comme avec Historia, effacer la mémoire de ceux ne pouvant pas vivre avec la culpabilité du génocide, Eren risque finalement de devenir le prochain roi d'Eldia. Alors, son action au chapitre 112, expulsant Armin et Mikasa de sa vie, s'expliquerait pour qu'il n'ait jamais à vivre la culpabilité du massacre que seule sa folie à lui s'apprête à endurer. Seulement, une seule personne immunisée à l'effacement de mémoire va vivre un enfer. Si Levi ne finit pas vivant, Mikasa Ackerman pourrait être la seule personne au monde à être au courant du génocide et ne pouvant pas vivre avec cette culpabilité, déciderait de tuer Eren qui, grâce au titan assaillant et à l'originel, avant de mourir, s'enverrait à lui-même ses souvenirs du futur, créant un cycle infini. Alors, Eren, se réveillant en pleurs au tout premier chapitre, serait la suite du dernier, et réalisant que Mikasa dans son rêve avait bien les cheveux courts, venait donc de voir le futur et la fin du manga comme de sa propre vie. Mikasa serait alors comme durant toute cette histoire au chevet de celui qu'elle aime, lui tenant la main et juste avant qu'il meure lui disant « À plus tard Eren ».